Je vais commencer, Steph. Oui. Donc moi, c'est Floriane, je suis résidente à la Fondation Birmans-L'Apôtre. C'est la fondation des étudiants belges et luxembourgeois, donc je suis belge. Et je suis à Paris parce que j'étudie le chant lyrique. Donc voilà, je suis ici depuis 1 an et demi. Et j'avoue que la cité est devenue vraiment très importante et que je passe beaucoup de temps à organiser des événements pour la cité. J'aime bien m'impliquer. Et je fais notamment partie du Jardin du Monde avec Steph, donc, qui est juste à côté de moi. Ce que je peux rajouter, c'est qu'elle aurait pu participer avant, parce que c'est une chanteuse hors pair. Merci. Ça pour la prochaine. Et elle m'a déjà un peu présentée. Je m'appelle Stéphanie Jaloux et je réside à la Fondation des États-Unis. Je suis étudiante en 4e année de pharmacie et j'aime bien vraiment m'impliquer dans la vie de la cité. Donc je suis impliquée un peu dans ma résidence, mais surtout dans le jardin collectif. Je fais équipe avec Floriane et une dizaine d'autres personnes. Alors justement, on va revenir sur cette sorte de jardin collectif. Là, je voulais avoir une petite heure sur le thème bilan de santé de la planète. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Parce que alors clairement, le bilan de santé, je l'ai sous les yeux. Alors c'est pas joli, hein, c'est mort. Donc voilà, en gros. Mais il y a des initiatives qui existent pour faire en sorte de favoriser des projets locaux, des projets qui sont pas trop énergivores, qui ne polluent pas trop et qui en gros permettent de rajouter du local, de rajouter du meilleur. Et j'ai l'impression que ce jardin partagé en fait plus ou moins partie. C'est-à-dire que c'est un projet qui est quand même écologique et environnemental, non? Oui, tout à fait. En fait, l'initiative, je pense au début des cofondateurs, qui étaient Damien Deville et Aubin Garcia, était d'utiliser un espace qui était à disposition, mais qui n'était pas vraiment mis à profit. Et comme on vient tous, la plupart d'entre nous avons grandi dans des villes complètement urbanisées. Moi, personnellement, je n'ai jamais touché à un petit bout de terre, je n'ai jamais rien planté avant m'être impliquée dans le jardin collectif. Et donc, participer à un projet comme ça, c'est plutôt sensibiliser les gens au naturel, à revenir au local, à toutes les possibilités qu'on a juste à côté de nous, dans notre chambre, qu'on peut planter plein de choses. Et je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, Floriane? Oui, tout à fait. C'est une façon, surtout pour des étudiants qui débarquent à Paris, on dit souvent que c'est une ville assez difficile puisqu'on est assez loin de la nature, etc. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Nous, c'est contrairement à la plupart des gens qui habitent à Paris, nous, on a la chance d'avoir déjà le parc de base qui est déjà un potentiel énorme au niveau de nature. Et en plus, depuis que le jardin existe, donc ça fait bientôt 1 an, ça fera 1 an au mois de mai, on a cette possibilité en plus de vraiment toucher la terre et de se ressourcer parce qu'on a quand même une grosse partie de personnes qui ont habité à la ville. Il y en a d'autres qui viennent de la campagne, donc c'est parfois un écart un peu plus difficile. Là, justement, ça nous permet de retrouver la terre, la nature, un peu d'air libre, entre guillemets, d'apprendre justement... comment on peut aussi adapter la vie à la campagne à la ville. Voilà, c'est aussi une façon de retrouver la terre. Ok. C'est quoi peut-être le premier truc qui vous a sauté aux yeux, le premier truc que vous avez vraiment appris ou compris quand vous avez rejoint le jardin partagé? Peut-être une idée reçue que vous aviez sur le monde autour de vous qui est du coup parti en volée? Je crois que évidemment, c'est que les bonnes choses, ça prend du temps. Il faut de la patience pour qu'une belle salade, allez, c'est court une salade, mais en 2 semaines ça pousse, délicieuse. Mais des jolies tomates, des radis, des framboises, ça prend du temps, de la patience et surtout aussi l'échec, les choses qui poussent pas parce qu'on les a pas assez arrosées, parce qu'il faisait trop chaud, il faisait pas assez chaud. Et je pense que c'est le premier message qui saute aux yeux en participant à un jardin, c'est que le message qui est identique dans toutes les entreprises de la vie, c'est que pour avoir quelque chose de bien, il faut de la patience, de la persévérance. Et je pense que c'est le plus gros truc qui m'est passé. Moi, la première idée reçue qui s'est cassée avec le jardin, c'est que finalement, je me suis rendu compte que jardiner, ça pouvait être vraiment cool. En fait, c'est bête à dire, mais c'est vrai que l'image qu'on en a, c'est quelque chose d'assez solitaire, où on voit le vieux jardinier avec sa pelle, son râteau. Et voilà, c'est pas très glamour. Et tout d'un coup, on s'amène au jardin, on est une belle bande d'étudiants tout jeunes, tout frais, et on s'amuse parce que au-delà du jardinage, c'est aussi un moment de détente où on peut s'amuser, on partage beaucoup, où on poursuit aussi justement ce qu'on fait tout le temps à la cité, donc on partage. Voilà, c'est vraiment des moments de franche rigolade parfois. C'est vraiment l'endroit par excellence où on peut se détendre, se lâcher au grand air, entre guillemets, si on peut dire que... On a rencontré beaucoup d'amis qui maintenant sont des amis très proches à nous à travers le jardin. On est tous très différents.
mais on vient de parcours différents, ce qui fait qu'on vient chacun d'une maison différente, peut-être dans un autre environnement, on n'aurait pas pu se rencontrer. On a pu se rencontrer en jardinant. Trop bien. Mais on ne fait pas que jardiner. Vous faites quoi d'autre? Finalement, le jardinage, ça prend évidemment une certaine partie du travail. On ne peut pas nier qu'on passe un certain temps à cultiver, à retourner les terres, etc., à construire des clôtures pour les parcelles. Mais il y a aussi tout un aspect social, entre guillemets, où on peut organiser plein d'événements, surtout pendant l'été, parce que l'hiver, c'est pas toujours l'idéal. Mais là, par exemple, on rouvre la saison des barbecues, puisqu'il commence à faire beau. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub. Demain, il y a le premier barbecue de la saison. Allez. Voilà, venez tous donc de midi à 3h. Et voilà, c'est aussi des moments où on peut rencontrer plein de monde. Justement, c'est vraiment... on se faisait la réflexion tout à l'heure avec Steph, c'est que finalement, à la Cité, on a plein d'endroits où on peut être ensemble et se mélanger, se retrouver avec les 6000 résidents de la Cité. Donc, il y a la bibliothèque, il y a la piscine, il y a le restaurant universitaire. Il y a aussi au sein des maisons, on a nos comités à nous, avec nos activités qui tournent vraiment autour de la maison. Et puis finalement, le seul endroit où on est livré à nous-mêmes, entre guillemets, où on peut se retrouver avec tous les résidents de la Cité et qui nous appartient vraiment, qu'on gère tout seul, c'est le jardin de la Cité. Donc c'est finalement l'endroit parfait, vraiment l'endroit rêvé pour se retrouver et faire des fêtes. Vous avez jamais eu envie de piquer des espaces verts dans Paris et de faire du jardinage dans des endroits qui ne sont pas prévus? Genre, on sait, au jardin du Luxembourg, t'as des grandes pelouses, tu fais ouais, on va planter des carottes ici, c'est bien. Alors, on n'y a jamais pensé, mais ça pourrait être une idée. Faites-le s'il vous plaît, ce serait tellement marrant. Je voudrais juste accueillir le REFED. Qui sont ces personnes qui se jouent. Oh bah oui, bah merci beaucoup d'être passé, en tout cas c'était chouette. Et bah à très bientôt, on se revoit. Oui, non mais je passerai tout à l'heure. Bah écoute, avec grand plaisir. Recentrez-vous peut-être un petit peu, prenez tous les micros. Il y a des gens avec vous, vous êtes toutes les trois. Oh mais peu importe, tout est bien. Non là c'est pas mal, c'est bien. Je vais caler la... On va juste dézoomer un petit peu la caméra. Ça commence à être beaucoup, c'est... Voilà, tassez-vous bien, mettez-vous bien. Je vais vous laisser vous présenter toutes les trois autour de la table qui venait d'arriver pour pouvoir resituer un peu le REFED et qu'est-ce que c'est, parce que le REFED est un acronyme, ce n'est pas un nom commun. Et présenter ce que vous faites aussi, vu qu'on parle de jardin partagé, on parle d'environnement, on parle aussi de faire la fête autour des espaces verts. Et puis, bah, vous, du coup, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Quels sont vos projets? Je vous laisse faire ça. Hop, allez-y. On y va. Ah oui, vous prenez un petit micro, un petit casque. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Ces casques sont là, ils sont faits pour ça. Dites-moi si vous m'entendez bien, tout va bien. Allez, parfait. Ouais, vas-y. Vas-y, commence toi si tu veux, c'est plus large, je l'aurais fait. Donc... moi, je présenterai très rapidement. Ah, attends, je t'entends pas, je sais plus du coup. Voilà, mieux là. Ah oui. Donc moi c'est Audrey, je suis présidente du REFED. Donc le REFED c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Donc on est un réseau en fait d'associations, donc principalement des associations de campus. Voilà, donc engagées sur la question du développement durable. On est donc national, on est implanté dans plusieurs villes. On est fort d'une centaine d'associations étudiantes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, nos objectifs, c'est 100% d'étudiants engagés et sensibilisés donc, sur les questions de développement durable et 100% de campus durable. Qu'est-ce que ça veut dire 100% d'étudiants engagés sur le développement durable? Parce que c'est quoi, à partir de quel moment on est engagé sur le développement durable? Donc c'est avoir connaissance en fait de tout ce qui est autour du développement durable. Donc par exemple savoir que c'est la notion regroupe 3 piliers, donc qui sont le social, l'environnemental et aussi l'économique. Savoir que par exemple ces 3 piliers fonctionnent ensemble, donc ils peuvent pas être, ils sont imbriqués. Et donc nous en fait la vision qu'on partage autour de cette notion de développement durable, c'est de promouvoir le bien-être social en respectant en fait les limites environnementales. Donc par exemple, l'économie, c'est seulement un moyen d'y parvenir. Même si les notions sont imbriquées, c'est un moyen d'y parvenir. Ça ne doit pas être la finalité en fait. Si vous avez des questions dans le chat, si vous voulez parler d'environnement, d'écologie, tout ça, le Skype est ouvert, c'est Fact Stories. N'hésitez pas à le spammer. Vous allez remarquer aussi qu'on est en train de manger. On mange des nouilles, parce que c'est bon les nouilles déjà pour commencer, et puis en plus parce que comme ça nous permet de continuer le flux, puis on est bien, voilà, on est posé, c'est cool. Vous étiez venu là aussi pour parler des déchets, on va juste poursuivre la... Oui, pardon, vas-y, je te laisse. Du coup, juste pour introduire, les filles, voilà, enfin elles sont de Sciences Po Environnement, donc du coup je vous laisse présenter. Ouais. Donc Sciences Po Environnement, c'est l'association qui promeut le développement durable et le respect de l'environnement sur le campus de Sciences Po Paris. Ouais.
assez logiquement. On organise donc des batteries de toutes sortes d'événements autour de ça, de sensibilisation, d'ateliers, etc. autour de ça. Et on travaille aussi main dans la main avec l'administration pour améliorer le campus de façon générale sur la question des déchets, mais pas seulement. Ok. Et moi, je suis trésorière de Sciences Po Environnement et je suis accessoirement aussi bénévole de Zero Waste France. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Donc en fait, c'est une association qui a vocation à réduire les déchets et à faire en sorte que les élus adoptent des plans de réduction et de prévention des déchets plus ambitieux que ce qu'ils font déjà. Parce qu'ils savent très bien que les déchets, c'est un problème, mais après, il y a tous les enjeux économiques, sociaux derrière. Et en fait, réduire ces déchets, c'est pas si simple que ça en a l'air. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous avoir ensemble parce qu'il y a deux trucs. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les déchets, donc le truc qui en général pollue un peu, et puis la construction de jardins partagés, essayer de retrouver ce goût du jardin, de reconstruire des espaces qui sont des espaces dédiés à une nouvelle écologie, à agrandir et à exploiter l'environnement avec ses propres outils en fait. Contrairement aux déchets, voilà. C'est quoi l'état des lieux sur les déchets dans le monde? On en est où? Est-ce qu'on a des petits chiffres qui font peur? L'état des lieux, il n'est pas formidable en fait. Je peux vous donner des chiffres pour la France, même pour Paris. En fait, un Parisien, il produit 500 kilos de déchets chaque année et il y en a 14% qui est recyclé. Et ensuite, la plupart des déchets, il y a 80% de ces déchets qui sont incinérés et sur ces 80%, il y a 46% qui pourraient être compostés. Justement, utilisés dans les jardins partagés pour faire pousser tes légumes, tes fruits. Et pouvoir en profiter, produire localement, sans transport, donc sans pollution. Quand tu dis qu'il pourrait, c'est que c'est clairement pas fait en fait. C'est clairement pas assez fait. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? De la volonté déjà peut-être politique, aussi de l'éducation, peut-être de l'ouverture aussi. L'écologie, c'est pas seulement un truc de bobo, c'est un truc de... c'est social, ça concerne tout le monde, etc. Donc faire son compost chez soi, dans sa boîte Tupperware, c'est pas un truc de petit bobo du 11e. Mais c'est fou ça, parce qu'effectivement, cette image de l'environnement, de je m'intéresse à l'écologie, c'est un truc de bobo parisien. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que l'environnement, l'écologie est devenu, dans une imagerie pas partagée par tout le monde évidemment, comment c'est devenu un truc de hipster, de bobo? Pourquoi est-ce que l'environnement, qui est pourtant un truc qui nous touche tous au quotidien, est devenu un truc de bobo parisien, dans un certain imaginaire? Le compost, c'est clairement alternatif. Là, si tu as envie de voir tes légumes se décomposer dans ta boîte Tupperware, tout le monde trouve ça dégueulasse. Moi, ça m'excite terriblement. Ah ouais. Merci Thomas. Non, Après, mais... je pense que... Vas-y, finis ce que tu avais à dire. Non, mais après, clairement, les gens qui habitent plus dans des régions un peu plus reculées, etc., ils vont me dire, nous, on a un bac pour les biodéchets qui n'existe pas à Paris, c'est vous qui polluez le plus, vous n'avez pas de leçons à nous donner, etc. Donc, oui, tout de suite, tu passes pour le bobo parisien qui recycle pas, mais qui derrière va aller voir non, j'aime pas ce terme, mais les provinciaux qui ont leurs biodéchets, qui sont triés à la source, etc., et qui vont te regarder en disant t'es qui toi pour nous dire qu'il faut qu'on réutilise nos biodéchets dans nos jardins, dans nos champs. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que c'est un problème de communication, c'est que jusqu'ici, les gens les prennent peut-être un peu de haut en leur disant recycle tes déchets, PS connard. Et que peut-être en fait l'approche c'est pas bonne, c'est ça peut-être? En fait l'approche à mon avis c'est vraiment pas de culpabiliser les gens, c'est de leur montrer que c'est cool le compost, même si à Paris c'est pas forcément évident parce que tout le monde n'a pas un jardin, n'est-ce pas? Mais après ça pourrait être utilisé, nous tu vois à Sciences Po Environnement on l'utilise à Sciences Po pour le potager. Marie, tu veux en dire un mot peut-être? En fait, du coup, ça a beaucoup de lien avec vos initiatives à vous, puisqu'on a un jardin partagé à Sciences Po, qui est pour l'instant de taille assez modeste, mais qui grossit d'année en année, donc c'est en cours. Et effectivement, on utilise le compost qu'on produit sur le campus pour alimenter et fertiliser ce jardin. Cool. Il y a plusieurs questions qui arrivent dans le chat, mais juste avant de les poser, je voudrais savoir comment ça vous parle du point de vue de jardin partagé. Est-ce que vous utilisez du compost qui est recyclé, des choses comme ça, ou est-ce qu'au contraire vous achetez du compost à des entreprises? Comment est-ce que vous fonctionnez? À ce moment, aujourd'hui, on a notre propre compost. Évidemment, au début, on n'en avait pas, donc on a dû en acheter pour réhabiliter la terre pour tout replanter. Mais maintenant, tout ce qu'on enlève, tout ce qu'on arrache et qu'on défriche, on remet ça dans notre compost qui est très bien rempli et qui rend parfaitement. Pour l'instant, on n'a pas pu encore le réutiliser, mais c'est pour bientôt et c'est vraiment dans la même initiative que vous avez dans votre potager.
on veut réutiliser ce compost. Il y a Platypus Smile qui est dans le chat qui demande ce qui explique, je pense que c'est une histoire de bobo car c'est souvent lié à une alimentation bio donc chère donc bobo. Ça demande de la place par exemple des fois ou ce genre de choses donc potentiellement bobo. Donc voilà, ça avance un peu la question. Bonjour Anne Cordirite qui est une auditrice qui est là dans le public. Voilà. Si vous êtes dans le public vous pouvez vous joindre évidemment à nous pour participer. Ça va ? Ça va. Ben, moi, c'est surtout qu'en fait, je suis jardinière dans une mairie. Ah mais oui. Voilà, donc c'est pour ça que je viens. Alors, du coup, est-ce que toi, tout ce qu'on te dit là depuis le début, ça te parle un peu ? Bah, énormément, parce que c'est un peu le combat au quotidien que moi j'ai, même par rapport à mes collègues. C'est très compliqué de leur faire comprendre que déjà, faut pas mettre les petits bouts de papier qu'on ramasse partout avec les déchets verts. Parce que ça, après, ça part en décharge, et eux essayent de trier de leur côté, mais c'est un peu galère. Ça coûte de l'argent, c'est compliqué, tout ça. Et c'est un travail que je fais en permanence. Je pète des câbles souvent. Et c'est assez impressionnant, c'est surtout quand on voit le nombre de déchets, en fait, tous les petits bouts de papier, de plastique qu'il y a dans la rue, qui finissent dans la terre, et c'est déprimant, souvent. Qu'est-ce qui manque en fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'en est pas là aujourd'hui ? Mais je pense que c'est un problème déjà au niveau de l'éducation, parce que rien que quand on travaille dans les écoles, on voit la quantité de papier que les enfants, eux, je pense, n'ont pas l'éducation pour ça, d'avoir le réflexe d'aller jeter leur papier. Même au niveau des professeurs qui pourraient au moins essayer de surveiller ça et tout. Bon, ils ont d'autres trucs à faire. Mais déjà, travailler là-dessus auprès des écoles, je pense que c'est très important. Est-ce que vous, dans vos associations, c'est ce que vous faites ? Vous allez, donc au-delà de cultiver votre jardin, pour citer un copain, Voltaire, hein, si t'as pas la ref, Candide. Bouquin intéressant, mais qui peut être un peu problématique sur certains aspects, notamment son point de vue colonial, enfin bon, pas si bien ça. Est-ce que vous, du coup, parmi vos associations, vous prenez du temps pour aller voir des acteurs qui vont sensibiliser des écoles, ou est-ce que vous allez vous sensibiliser des écoles, ou est-ce que vous papotez avec les gens de Cordirite là ? Nous, au niveau du jardin du monde, ça dépend des personnes. En fait, comme on est assez nombreux, il y a certaines personnes qui sont plus enclines à aller à l'extérieur pour parler et essayer de motiver les gens aussi à rentrer dans cette démarche-là. Après, nous, ce qu'on a vu en tous les cas avec le jardin, c'est que en partant de notre petit groupe, on a réussi à coloniser les esprits un peu des autres maisons. Et donc là, pour le moment, la grande mode, qui j'espère ne sera pas qu'une mode passagère à la cité, c'est de faire son propre compost. Donc là, pour le moment, il y a plusieurs maisons qui sont rentrées dans la dynamique du compost. Donc ce qui est déjà un exploit parce que ça fait seulement 1 an que le jardin existe. Donc on a lancé cette idée et puis finalement, c'est déjà repris par la maison de la Suède. Il y a la Mina qui a repris aussi. Ma maison à moi aussi va rentrer dans la dynamique de compostage, ce qui est déjà énorme parce qu'on est quand même, ça fait au moins 600 personnes qui vont commencer à récolter leurs déchets verts et à rentrer dans un système un peu plus écologique. Voilà, donc nous, à notre niveau, c'est déjà vraiment pas mal de pouvoir lancer tout ça, parce qu'on est quand même 6000, ça fait quand même 6000 habitants parisiens qui vont se mettre au compost, un peu forcés certains, mais voilà, les maisons vont vraiment commencer à s'activer à ce niveau-là. Surtout qu'on cible, nous, surtout les publics des résidents à la cité. Et je pense qu'on a quand même un impact parce qu'on organise parfois les samedis quand il fait beau des ateliers jardinage. Donc pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent mettre la main à la terre avec des gens qui savent un peu plus les orienter. Et je remarque beaucoup de personnes autour de moi qui maintenant m'appellent Madame Jardin quand ils me voient. Mais c'est juste en parler et s'impliquer, c'est une énorme sensibilisation qui fait plus d'impact qu'on le pense. Alors, bon. Ce timing de fin de phrase ne m'arrange pas du tout parce que je mange. Mais il y a une question. Donc il y a une question de. On va arrêter ça tout de suite. Ah, il y a une toujours la même, un Platypus qui est toujours au top de sa forme, qui dit ce qui est ouf, c'est qu'à la campagne chez mes parents, quand on essaye de trier et tout, mais quand on regarde les poubelles ou la déchetterie, c'est dingue comme c'est pas du tout écologique. Est-ce que du coup, en fait, plus que de la question de la production des déchets, il y a une vraie question de traitement en fait, c'est-à-dire que nous, on a le triage. Est-ce que déjà c'est efficace ? Est-ce que déjà ça a fait ses preuves ? Et je sais qu'au Royaume-Uni, ils ont le seul pays où je suis allé de ma vie, ils ont une petite poubelle pour le compost. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça aujourd'hui ? En fait, non, comme tu disais, c'est pas du tout respecté aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire que nous, actuellement, en France, on n'a pas de poubelle pour les biodéchets. Zero Waste, on prend souvent l'exemple de San Francisco, mais il y en a d'autres en fait. Il y a des exemples à Trévise, à Milan, etc., où ils ont leurs poubelles pour les biodéchets. Et en fait, si tu recycles mal,
la ville te donne une amende, quoi, en gros. Donc les gens, ils voient que tout le monde finit par s'y mettre, etc. Et que tout le monde finit par réduire ses déchets et faire des économies au final. Et pourquoi on ne recycle pas je sais pas, moi je dirais que c'est vraiment une question d'éducation. On le voit un peu à Sciences Po parce qu'on a mis en place un système de recyclage et un compost. Et malgré ça, malgré qu'on fasse de la com dessus, etc., je dirais qu'il y a vraiment ceux qui sont un peu sensibilisés à la question déjà, qui recyclent effectivement, mais sinon les autres non. Ou alors c'est la problématique du recyclage, c'est qu'en fait les logos sont souvent pas assez clairs et les gens ne savent pas dans quelle poubelle il faut recycler, etc. Et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout uniformisé partout en France. Donc il suffit que tu voyages un peu et puis la poubelle verte devient la poubelle jaune, la poubelle jaune devient la poubelle marron. Et où est-ce que tu mets tes trucs? Et moi typiquement, tu vois, je commençais à mettre mes gobelets du Crous que je croyais en carton dans la poubelle de recyclage en pensant faire une bonne action. Puis là on me dit, la présidente de Sciences Po Environnement qui est à côté de moi me dit mais non, on ne recycle pas, il y a du plastique dedans. Donc moi j'étais toute déçue de devoir mettre ça à la poubelle. Oui, il y a des confusions en fait qui sont faciles en fait avec les gobelets en carton qui sont en fait recouverts d'une petite pellicule de plastique qui n'est pas recyclable alors que tout le monde le met dans le recyclage. Et effectivement, il y a des confusions comme ça sur le traitement des déchets et quel déchet va où qui ne permettent pas d'avoir une politique claire vis-à-vis du recyclage à l'échelle des villes mais aussi à l'échelle nationale en fait. Je me demande si c'est pas quelque chose de politique aussi, parce que moi je viens de Belgique comme je l'ai dit tout à l'heure, et chez nous on a fort la culture des parcs à conteneurs, donc c'est les habitants qui vont eux-mêmes au parc à conteneurs déposer leurs déchets. Et donc moi j'ai passé mon enfance à aller avec mes parents là-bas et j'ai appris depuis toute petite que les cartons ça va avec les cartons, les bouteilles en plastique je dois vérifier les numéros en dessous pour voir dans quelle poubelle ça va, et vraiment tout est tellement bien défini et on a des personnes pour nous aider aussi. Les personnes qui travaillent là-bas connaissent leur métier sur le bout des doigts et savent tel déchet va aller dans telle poubelle. C'est aussi, je pense, peut-être politique, une question d'organisation. Vraiment, si on oblige les gens à aller au parc à conteneurs, sinon ils ont des amendes et ça va pas leur plaire. S'il y a des sanctions derrière et que c'est vraiment une volonté d'éduquer les gens à ça, on le fait et il y a peut-être moyen d'arriver à diminuer les déchets comme ça. Moi je crois très fort au parc à conteneurs en tous les cas. J'ai remarqué que c'est très, très efficace, quoi. Alors il y a une grande thématique qui revient aussi, pardon si vous devez peut-être réagir avant de prendre une autre question. Mais, je suis d'accord. Moi je dirais que les amendes, etc., les sanctions c'est bien, mais pour un enfant typiquement, t'amendes ses parents, lui il s'en fout un peu je pense. Ah mais si tu prives de dessert il fait pas le malin. Ouais. Privé d'internet. Non, c'est ça. Vivant sa famille. Ce serait ça la grosse sanction. Je pense que ça passe plus par l'éducation. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais justement tout à l'heure. C'est que souvent au parc à conteneurs, moi en tant qu'enfant, je croisais vraiment beaucoup d'autres enfants qui eux-mêmes étaient avec leurs parents et qui apprenaient aussi à faire le tri. Donc je suppose que ça se fait aussi à la maison et que je n'étais pas la seule famille à le faire. Et je pense que ça peut vraiment changer déjà pas mal de choses. Parce que moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais vraiment choquée de la façon dont les déchets étaient traités. Moi, j'ai une poubelle. C'est vraiment rien. C'est rien du tout, quoi. Il y a tellement de sortes différentes et je suis tellement habituée à trier bien tout différemment, que les boîtes de lait par exemple ne vont pas avec les cartons parce que c'est pas vraiment du carton, qu'on enlève les bouchons, les parties plastiques. C'est hallucinant. C'est pas instinctif. Là, je crois que c'est Florian, mais je peux me planter. Il y a plusieurs types de plastiques différents et que tous ne se recyclent pas, tous ne vont pas dans la bine et tout. C'est évidemment, c'est pas uniformisé, c'est pas normé, il faudrait quasiment une norme mondiale pour ça en fait. Et surtout, la question qui revient le plus souvent, c'est oui, mais nous, on a l'impression d'être dépossédés face à des grandes entreprises qui polluent beaucoup plus que nous. Donc en fait, on a l'impression d'être extrêmement contraints pour un truc qui finalement n'aura pas beaucoup plus d'impact qu'une goutte d'eau dans la mer. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai? En fait, pour prendre l'exemple du gaspillage alimentaire, on en a parlé au RENED le week-end dernier. Le gaspillage alimentaire, c'est 47%. Tu me dis, Audrey, si je me trompe, mais je crois que c'est 47% des consommateurs, donc des Français, en fait, comme vous et moi, qui jettent à la poubelle avant même d'avoir consommé ou avant que le produit soit périmé et qu'il soit plus consommable. Donc les grandes entreprises, c'est sûr qu'elles polluent, etc. Mais nous aussi on pollue et nous aussi on jette et nous aussi on gaspille. Donc c'est vrai que par exemple sur la thématique des déchets à proprement parler, plus largement, c'est clairement les grandes entreprises, etc. qui produisent le plus de déchets, etc.
Mais sinon, sur la thématique particulière du gaspillage alimentaire et même sur la question des déchets plus large, les ménages produisent 10% de déchets, donc c'est quand même énorme quand on sait qu'il y a 345 millions de tonnes, je crois, de déchets qui sont produits chaque année en France. Donc voilà. Même les ménages ont leur part en fait. Du poivre. Pardon. Ça va aller. Alors, je voudrais juste... Ça va revenir. C'est bien parce qu'il me reste pas beaucoup de temps d'émission à faire, donc je voudrais juste vous remercier d'abord l'équipe du Jardin Partagé de la CUP d'être passé pour nous raconter un peu ce que vous faites. Et pendant que je suis en train de mourir, savoir, du coup on va enchaîner en accueillant une autre asso qui s'appelle Génération Cobaye, qui est déjà venue plusieurs fois. Je sais pas combien ils sont, vous êtes à combien Génération Cobaye? Vous êtes à 1? On va très bien. Parce que quand il y en a une ça va, quand il y en a plusieurs, c'est là que bon, c'est leur côté auvergnat. C'était marrant dans ma tête. Du coup, si vous pouvez juste laisser votre place à Génération Cobaye, ou alors leur faire une grande place, mais du coup vous allez devoir partager un micro. Voilà, parce qu'en plus il y a de la petite salade, alors faites gaffe, c'est poivré. Hein. En plus c'est du vinaigre, je sais pas, mais il y a un truc qui merci beaucoup en tout cas d'être passé. Puis voilà, c'est la saison de quoi bientôt en plus? Qu'est-ce que vous allez récolter dans pas longtemps? Des tulipes On a planté des fraises. Ah bah voilà. Donc on va vous souhaiter un très bon petit clafoutis. On peut vous applaudir, un petit clafoutis aux fraises. Ah oui, on est toujours sur l'environnement, bonjour. Je vous invite à vous resserrer peut-être un petit peu parce qu'il y a un trou béant au milieu. Ah bah si, mais reste, resserre-toi. Tout le monde se resserre, qu'on y aille. Donc, on va rester dans cette thématique environnementale, donc avec la team du REFED. T'as du matos toi? Vas-y, attends, on arrive. Et donc Cordirit ici présente, qui est donc jardinière aussi. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des filouteries qu'on connaît pas très bien dans le milieu du jardinage? Est-ce que tu peux cramer ta carrière en face de nous là maintenant en nous révélant des secrets professionnels? Des secrets professionnels? Non, il n'y a pas vraiment de secrets professionnels. C'est juste que là, on est en très grand changement. On essaye, certains, de faire changer les mentalités en fait. Par exemple, même ne serait-ce que sur les potagers, d'arrêter de retourner la terre. Ça paraît dingue. Hein. C'est dingue. Faut pas retourner la terre, c'est mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sol en lui-même, en forêt, quand on plante, on va pas retourner la terre. À part vraiment sur les landes ou des trucs comme ça où c'est en mode agriculture, où il faut du rendement rapide et tout ça. La terre, en fait, s'organise en couches naturellement, avec chacune des couches son cortège de flore et de faune. Et c'est ces horizons, en fait, on appelle ça des horizons, qui vont faire tourner les racines, tout ça. Tout se débrouille très bien tout seul, en fait. Quand on aère la terre, c'est bien sur le coup parce qu'effectivement, on remet la matière organique, ça aère un peu, ça permet de mettre à l'air peut-être les bêtes qui vont attaquer nos plants ou n'importe quoi. Mais sur le long terme, c'est très mauvais. Et c'est pour ça qu'on est obligé de retourner la terre à chaque fois parce qu'on a tué notre terre. Donc on essaye de retrouver des techniques comme ça pour, sur quelques années, permettre à la terre de se remettre en place et après de juste planter et de ne pas galérer à rajouter des engrais, de ce genre de choses. C'est bon à savoir parce que dans l'imaginaire collectif, oui, voilà. Non, mais il y a un terme technique pour ça. Le labourage. Ce sera le terme technique. Je voudrais qu'on s'écarte un petit peu de la thématique du jardin, mais toujours qu'on reste dans les bons trucs pour être en bonne santé et se mettre bien. Et on parle des déchets, on parle de la génération de trucs qui polluent la terre. C'est valable avec votre corps aussi. Et est-ce que vous êtes au jus de ce que sont les perturbateurs endocriniens? Moi, j'ai travaillé dessus pour un cours le semestre dernier, donc moi je suis au point. Et, dans les devoirs avant de venir. Voilà, exactement. Et en fait, les gourdes qu'on vend sont sans bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien assez connu, qui a fait pas mal polémique ces dernières années. Et du coup, oui, on essaye de sensibiliser les gens là-dessus aussi par le biais des gourdes qu'on vend, en expliquant que ce n'est pas n'importe quel plastique, parce que c'est un gentil plastique. Les gobies, voilà. Les fameuses. Tiens, un dernier commentaire, pardon. On va peut-être. C'est Hécatonchir 30 qui avait un petit truc à dire. On peut peut-être prendre un petit Skype là, 3 minutes. On va faire un dentifrice après. On va voir si ça sonne. Est-ce que ça sonne? On l'a pas. Hein. Allô? Allô? Oh là. Est-ce que tu peux couper le son de ton. Allô? Oui, allô? Oh là. Oh. Coupe ton haut-parleur s'il te plaît. Ça, mais on les prend par surprise à chaque fois. Mais tu nous entends ou pas?
Oui, je vous entends. C'est excellent. Alors, tu avais une question à poser. Là, on est encore dans le jardin. On va revenir sur les perturbateurs endocriniens après. Mais tu avais une petite réaction par rapport à l'environnement. Et ça peut faire une transition parce que c'est une réflexion qui se pose aussi sur les produits du corps. Pas du tout. Ah. Le monsieur Filoute, j'avais mal lu ton message. Alors du coup, pose ta question. Non, tu as dû te tromper de message. Non, non, c'était plutôt un coup de gueule parce qu'il y a des choses qui m'ont choqué dernièrement, que j'ai apprises par les médias. Les fameux, bien sûr. J'ai appris qu'il y avait des entreprises qui étaient spécialisées dans l'achat-revente de droits à polluer. Et il y a tout un trafic comme ça qui est fait par les entreprises, enfin certaines grosses entreprises, j'y suppose, parce que ça doit coûter cher. Comme ils achètent des droits à polluer un peu plus, etc. Il y a je trouve ça très très choquant en fait. Et tu as vu ça dans un épisode de Data Gueule ou pas du tout? Non, du tout. Ah d'accord. Parce que Data Gueule... J'ai entendu ça. Le mec est bon. Il y a une entreprise française qui vient d'être épinglée, j'ai entendu ça sur France Info. Et ça a l'air, il n'y en a pas qu'une quoi. Mais je crois que c'est vraiment il y a un data gueule là-dessus, je me demande si c'est pas sur le protocole de Kyoto qu'ils en parlaient justement. Mais c'est sur le marché carbone. Le marché carbone, voilà, exact. C'est ça, exactement. Vous êtes au jus, vous, au refait de ça ou... Ouais, un peu, enfin, pas trop en France, mais plus disons aux États-Unis, au Canada, etc. C'est quelque chose qui se fait pas mal. Européen aussi. Il y a des normes au niveau européen normalement là-dessus. Ouais. C'est une des questions qui a été discutée notamment en fait à la COP21. Donc le sommet climat qui a eu lieu en décembre dernier. Donc est-ce qu'on maintient ou pas justement ce marché carbone où en fait c'est des entreprises, c'est toujours pareil, en fait plus tu as de fric et plus tu peux acheter justement des droits à polluer. Et donc en fait tu as des seuils qui sont fixés et suivant, tu ne dois pas dépasser un certain seuil. Si tu as dépassé ton seuil, tu peux acheter un droit à polluer d'une entreprise qui a pollué moins que toi en fait. Voilà, mais c'est vieux en fait, ça existe depuis longtemps. Qui a pollué moins ou qui a fait des mesures de compensation. Parce qu'en fait, on obtient des droits en mettant en place des mesures de compensation carbone, par exemple en plantant une forêt, en valorisant un espace naturel, etc. Ce qui pose également problème, puisque du coup, beaucoup d'entreprises investissent dans des compensations carbone en plantant des arbres, mais ne revoient pas leur modèle de production. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement structurel, mais seulement des adaptations conjoncturelles pour gagner des droits, et sans revoir vraiment le système de production qui est celui des émissions de gaz à effet de serre. Ils tapent le chat, mais ils lui font un câlin après pour la cause, quoi. C'est ça. Okay. Merci beaucoup. Et qu'à ton chien, ça répond à ta question? Et oui, mais je voulais dire que voilà, ça m'avait choqué parce que moi je suis professeur avec des jeunes enfants. Cette année, on a justement mis en place un travail sur l'écologie, sur le respect environnemental et l'importance de notre place dans la nature. Et entre ce genre d'informations, et puis on voit bien que notre gouvernement est toujours à un peu, marchander ce genre de choses. Des fois, c'est difficile de les motiver, notamment de motiver aussi les parents par derrière. Voilà, ça dessert le discours qu'on pourrait avoir en fait. Oh, oui, on pourrait poursuivre cette comparaison en parlant des Panama Papers aussi, si tu veux. C'est une thématique qui sont très récurrentes, mais tu as raison de souligner ça. C'est vrai que c'est un vrai problème, quoi. Enfin, je m'inquiète actuellement plus de effectivement l'état de notre planète que l'état des finances. On sait que il y a des magouilles partout, mais à la rigueur, je comprends. Mais la planète et le devenir de parce que la planète, elle risque rien. Hein. Elle nous survivra, mais si on veut se faire survivre l'espèce humaine, ça va être compliqué. C'est un peu ça, ouais. Merci beaucoup, mec, d'être passé. C'était chouette. Je vous en prie, merci très beaucoup bientôt. pour ton émission et tes émissions d'ailleurs, qui sont excellentes. Merci. Oh, merci beaucoup. Allez, des bisous à toi. Ciao, salut. Ciao. Voilà, je voudrais qu'on reparte cette fois-ci sur les perturbateurs endocriniens. Je suis désolé, c'était un petit mot, ça me paraissait intéressant quand même de reparler de ça un petit peu, surtout quand histoire de voilà. On se comprend. Hein. Non mais en vrai je voulais vraiment revenir sur les perturbateurs endocriniens parce que la pollution c'est aussi la pollution de son corps. Donc on a eu un terme technique que j'ai complètement oublié, que tu as dit tout à l'heure. C'est quoi le perturbateur endocrinien dont tu parlais? C'est le bisphénol A. Bisphénol A, d'accord. C'est en fait un agent durcisseur pour les plastiques qui était à la base conçu pour être une sorte de pilule contraceptive dans les années 40-50 et qui en fait ne marchait pas comme pilule mais a été réutilisé pour durcir du plastique. Ok. Je vous présente Clara. Bonjour. Hello. Je te laisse te présenter. Je suis service civique à Génération Cobaye du coup depuis septembre et Génération Cobaye, pardon, on m'entend là? Monte le micro et lève-le, voilà. Wow, c'est une tige excellente. C'est bon là? Oui. D'accord. Donc je recommence? Oui.
D'accord. Donc Clara, service civique chez Génération Cobaye depuis septembre. Et en fait, Génération Cobaye, c'est une asso qui veut stopper l'apparition des maladies chroniques, donc obèse, cancer, obésité, enfin j'ai déjà dit, pardon, diabète, je voulais dire, obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc., qui sont dus justement aux perturbateurs endocriniens qui dérèglent notre système hormonal et qui, du coup, amènent à ces cancers, etc. Donc ça, c'est pas drôle. Hein, ça, on a tous envie de pleurer maintenant. Mais ce qui est bien avec Génération Cobaye, c'est que c'est non anxiogène et que justement, on propose des solutions avec notamment des conférences, des ateliers do it yourself de produits cosmétiques pour justement apprendre à faire ses propres cosmétiques et pas acheter ceux de la grande distribution qui sont dégueux. Voilà, tout un tas de choses. Et on a aussi les 7 commandements de l'éco-orgasme. Donc si vous les suivez, en fait, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est l'éco-orgasme. En fait, on le prône partout en France. Ah oui, pardon. Et en fait, du coup, il y a 7 commandements. Je vous montre quand même, c'est important. Il y a 7 commandements qui vous permettent d'arriver à un éco-orgasme. Et en fait, ça vous permet d'éviter toutes les pollutions chimiques et les perturbateurs endocriniens à toutes les étapes de votre quotidien et notamment dans le sexe. Mais ça s'applique en fait à toutes les... C'est une porte d'entrée comme une autre. Hein. C'est bien dit. Voilà. Et donc, du coup, on est en train de perdre l'ingé son, du coup. En fait, vous ne faites pas juste que défendre cette cause-là en informant les gens, vous proposez des alternatives chimiques. C'est-à-dire qu'on peut faire son shampoing soi-même. Par exemple, ouais, on peut faire son shampoing soi-même ou si on n'a pas le temps, on peut aussi l'acheter plus naturel, plus bio. Voilà, on ne prône pas que le bio, on prône le fait d'aller manger au lieu dans un restaurant, au lieu d'aller à McDo, vous allez dans un restaurant bio ou alors vous faites vos hamburgers tout seul. C'est encore mieux, comme ça vous savez ce que vous mettez dedans. Enfin voilà, tout un tas de choses. Et surtout, on dit qu'il y a des solutions. Et il y a eu un envoyé spécial en fait sur les perturbateurs endocriniens cette semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé. Et c'était un peu anxiogène. Et donc du coup, on était là en mode mais il y a des solutions. Et du coup, passer à l'éco-orgasme. Ouais. Alors justement, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas proposer à ces gens autour de la table un petit tuto? Un petit tuto pour apprendre à faire son dentifrice? Allez, par exemple. Eh ben, oui, carrément. Avec les pattes. Peut-être juste enlever ça. Il y a Malo qui est sur le chat de YouTube qui dit « Vive l'éco-orgasme, moi, grâce au conseil de GC, j'ai fait mon propre dentifrice. Et je ne peux pas m'empêcher de le penser avec une horrible voix de pub. Moi, grâce à Génération Cobaye, j'ai fait mon propre dentifrice. » Alors, et là, il se cache. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que du coup, elle est hyper simple. Vraiment, vous pouvez le faire chez vous et ça va prendre 2 minutes. On va essayer de sur ça, au cas où on en aurait besoin. Alors, du coup, vous voulez tous en faire un? Ouais. Oui. Allez. Merci. Thomas, du coup, tu n'y auras pas le droit. Non, bah non, parce que je cadre. Enfin, j'essaye. On t'en passera. Merci. Donc ça, c'est les petits récipients dans lesquels vous mettrez votre dentifrice après. Bon, alors faites de moyens, ils sont en plastique, mais on le dira pas. Normalement, ça n'explose pas, hein, on est d'accord. C'est quand même une... Normalement. Alors, hop. Tu peux nous présenter ce que tu nous sors là? Je vais vous... Alors ça, c'est de l'eau. Hein non, j'adore. Je vais vous inviter à désinfecter votre petit bolinet. Alors, toujours quand vous faites si vous voulez vous lancer dans la cosmétique maison, toujours bien... comment ça s'appelle? Une méthode pour faire... Stériliser ces ustensiles, quoi. C'est vraiment la base. D'ailleurs, j'ai des gants aussi, si vous voulez en mettre... c'est toujours mieux. Je vous laisse vous servir. Hop. Alors, c'est une recette de dentifrice que vous pouvez retrouver sur le blog de la Fais toi-même. C'est une bénévole de chez Génération Cobaye qui fait plein de recettes tous les jours. Son blog est vraiment génial, donc n'hésitez pas. Ça, vous entendez des bruits qui tapent dans la table, c'est normal. Ça fait partie des effets. C'est ce qu'on appelle l'ambiance sonore. Alors le petit fouet, vous pourrez le désinfecter aussi. Hop. On va peut-être enlever ça, c'est ce que j'oublie toujours de faire. Désinfecter? Le fouet. Ah.
Donc en fait, concrètement... Pendant que ça s'installe, moi, on va partir sur... Qui c'est qui a pas de fouet? Non. Moi, j'en ai pas. Merci. Bon appétit si vous êtes à table. Hein. C'est bon, regarde. Je vais juste, voilà, hop, moi je vais en avoir besoin. Vous pouvez désinfecter celui-là aussi ou pas? Ouais. Alors ça c'est neuf, mais voilà, on peut toujours mettre un petit coup. C'est toujours mieux. Stériliser au maximum, c'est la base. Est-ce que quelqu'un veut de l'alcool? Ouais, je t'en prie, dans le dessous. Pour stériliser bien sûr. Hein. Ça stérilise, ça va? Ça stérilise bien. Allez. Est-ce que tu veux que je dise du coup les ingrédients de la recette? Oui, s'il te plaît. C'est mieux? Non, parce que vraiment c'est très facile et il faut pas beaucoup de choses. Donc, en fait, l'élément principal du dentifrice, ça va être l'argile blanche et l'eau, en fait. Vraiment, si vous avez de l'argile blanche et de l'eau, déjà, vous êtes bien. Ensuite, pour la texture, de l'huile de coco, que là, j'ai fait fondre parce que, en fait, avec le froid, elle va durcir. Donc, il faut penser à la faire fondre. Exact. De quoi on parle? Bon, bah, tu reviens tout à l'heure, ouais. Thomas. On fait comme ça. Bon appétit. Donc l'huile de coco, l'eau, l'argile blanche et en fait de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors vous pouvez essayer autre chose si vous n'aimez pas la menthe. Il y a juste quelques huiles essentielles que vous ne pourrez pas vraiment utiliser parce que vous allez quand même le mettre dans votre bouche. Mais la menthe c'est bon et il y en a d'autres. Il faut juste se renseigner. Il me semble que le citron c'est possible aussi. Voilà. Donc du coup je vous propose de commencer. Alors vous mettez 4 cuillères à soupe, c'est pour ça que je vais vous les passer. Je sais pas, hop. Donc vous mettez 4 cuillères à soupe, si j'arrive à l'ouvrir, d'argile blanche. Ciseaux. C'est Théo qui n'est pas venu là par hasard. Hein. Oh là là, c'est génial. Wow. C'est un couteau suisse. Merci. C'est un quoi? C'est génial. Non, on va mettre la musique un petit peu. Là. Non mais non. Merci. Ouais. Hop. Alors voilà, je vous laisse donc les filles mettre l'argile blanche. Donc 4 cuillères à soupe plus ou moins bombées. Les filles, vous pouvez commencer par mettre 3 cuillères à soupe d'eau. Parce qu'au final, c'est pareil. En fait, est-ce que vous mettiez l'argile en premier ou pas on peut revenir exactement sur... Parce qu'il y a eu beaucoup de déballage, il y a eu beaucoup de mise en place et tout. On peut revenir exactement sur les ingrédients que tu as mis là. La première étape, c'est quoi? Alors, la première étape, c'est de mettre 4 cuillères à soupe Non, ça fait beaucoup en fait. Bah ouais. Bah ouais. 3, là je suis 3. Là t'es à 3, ouais. 3 ça va, c'est correct. Non mais même... 2 Même j'en enlève. Enlève-en un peu, vous allez en mettre que 2 en fait. Je suis complètement au top sur ma recette. Du coup, pour l'eau? Et pour l'eau, normalement 3 c'est bon. Okay. Donc pour les ingrédients, c'est de l'argile blanche que vous pouvez trouver sur le site de Slow Cosmetics par exemple. Aromazone aussi et dans tous les magasins bio en fait. Donc argile blanche, eau, huile de coco et puis de l'huile essentielle. Okay. Là j'ai pris de l'huile essentielle. Ça fait du dentifrice parce que j'ai l'impression que c'est le truc qu'on se met dans les cheveux ça en fait. De quoi? Tout ça, enfin j'entends l'huile essentielle, argile blanche. Non, pas du tout. D'accord. Non, tu peux. L'argile blanche ou verte hein, d'ailleurs. Et l'argile verte fait plus les dents blanches donc. Bah oui, c'est normal. Tout à fait. Donc ensuite, voilà, vous mettez l'eau. Et ensuite vous remuez bien. Touillé, ouais. Et une fois que c'est bien mélangé, on pourra mettre de l'huile de coco. Vous allez avoir l'impression que c'est pâteux, mais c'est normal parce que l'huile de coco on l'a pas encore mise. Hop, je vais refermer ça au cas où ça... Alors c'est quand même très pâteux, hein. Exactement. Pour ceux qui veulent regarder, c'est quand même très pâteux. Ton dentifrice est très bien parti parce que justement, là maintenant, tu vas mettre une demi-cuillère à soupe d'huile de coco et ça va faire une... Tu veux que je te la mette?
Parfait, merci. Qui a besoin d'huile de coco? C'est très radiophonique ce qui est en train de se passer. Si vous écoutez en podcast, on va remettre une autre musique. Si tu veux, je peux raconter ce que je suis en train de faire. Oui, vas-y. Je mets de l'huile de coco dans les préparations des filles. Moi, je le pense. Non. Toi, ça a l'air déjà bien liquide, non? Tu rajouteras un petit peu. Alors, ce qui est important dans cette recette, c'est que vous pouvez en fait ajuster. Une fois que vous avez mis l'huile de coco, vous ajustez. Si c'est trop pâteux, vous mettez de l'eau. Si c'est trop liquide, vous mettez de l'argile. Les proportions ne sont pas, comment dirais-je, exact. Oui, et puis voilà, vous faites un peu à votre sauce. Si vous préférez les dentifrices liquides, vous rajoutez de l'eau, il n'y a aucun souci. Il y aura un tout petit peu d'huile de coco. Ouais. C'est vachement. Alors, l'huile de coco, normalement, on en met vraiment juste un petit peu. Donc, je t'en remets. Ouais, juste une goutte. Mais c'est juste. Après, si tu veux le rendre plus liquide, tu mets de l'eau en fait. Ouais, là, c'est parfait. C'est bon. Hop, vous en êtes où, vous? Ça va comme ça? Ouais, c'est pas mal, hein. Ça va? Après, bah ouais, carrément. Après, si tu veux que ça soit plus lisse, tu peux remettre un peu d'eau. Ouais, là, c'est super. Après, les pâtes à dentifrice, voilà, c'est pâteux, hein. Faut pas. Enfin, c'est jamais. Bien sûr. Mais si tu veux que ça soit plus lisse, tu peux rajouter de l'eau, effectivement. Après, vous faites un petit peu à votre sauce. Et puis, 3 gouttes. Je vous conseille vraiment pas d'en mettre plus parce que les huiles essentielles, on voit souvent 6 gouttes, 10 gouttes. Mais en fait, vous pouvez à chaque fois diviser par 2 le nombre de gouttes qui sont prescrits parce qu'on en met toujours trop, en fait. Alors que c'est quelque chose de très fort. Et on peut complètement diviser les doses que vous voyez dans les recettes par 2. Excellente question de Chetty dans le chat. De Chetty, je sais pas comment ça se dit. Niveau conditionnement, comment ça se conserve? On peut les garder combien de temps? Est-ce que ça se garde au frigo? Alors, vous pouvez soit le mettre au frigo, soit le laisser à côté de votre brosse à dents. Parce que si vous l'utilisez tous les jours, en fait là, pour la dose, vous en aurez plus d'ici une semaine. Mais sinon, vous le gardez 3 mois maximum. Et voilà, conservation dans votre frigo ou dans une dans une pièce. Trop bien. Tempéré. Tempéré, merci. Je me sentais seule tout là, Thomas. Alors tout le monde a mis l'huile essentielle du coup. T'en penses quoi du coup? Bah moi je les trouve super vos pâtes là. Hein. Top. Ouais, c'est top. Je vais faire un petit tour parmi vous avec la webcam. Je quitte le poste 5 secondes. Du coup, après, vous pouvez les mettre dans les petits pots prévus à cet effet. Et d'ailleurs, j'ai pas prévu de stylo, mais en fait, j'en ai un, moi, ce qui est hyper important. J'en ai un, moi, si tu veux. Ouais, je veux bien. Mais on finit si tu veux. En fait, c'est de marquer sur l'étiquette ce que vous avez fait et la date d'aujourd'hui, enfin du jour où vous avez fait le produit. Et la date du coup 3 mois plus tard où le produit doit plus être utilisé. Vous le sentirez en général parce que c'est quand même des choses naturelles. Autant les produits de la grande consommation, on sait bien qu'ils mettent des dates de péremption en avance. Autant ces choses-là qu'on fait nous-mêmes, vous le sentirez à l'odeur ou à la texture qu'elles sont plus bonnes à utiliser en fait. Et est-ce que tu peux le réutiliser ou pas? C'est-à-dire une fois que c'est périmé, tu peux le réutiliser ou... Désolée, je suis toujours dans l'optique. Après, en général, si tu fais les proportions que tu sais que tu vas utiliser, tu fais pas de gâchis. Ensuite, si c'est pour, si tu t'es fait un gommage ou un dentifrice, tu vas quand même le mettre sur ta peau ou le mettre dans ta bouche. Ouais. Moi, je conseille en premier lieu de faire que ce que tu vas utiliser. Et puis, si vraiment ça arrive, tu sens une mauvaise odeur, etc., vaut mieux jeter quand même. Enfin, c'est plus sain, quoi. On sait jamais, tu pourrais faire une allergie, une réaction sur ta peau, un petit bouton sur la langue, enfin voilà. Sexy. Ouais, pas très sexy tout ça. Tiens, je vais prendre le... Ouais. Alors, je te passe une étiquette. C'est des étiquettes qu'on fait exprès justement pour... Merci. Donc, encore une fois, ouais, tu marques le dentifrice, la date d'aujourd'hui, puis la date de dans 3 mois. C'est qui nettoie après? C'est moi. Alors, une question, c'est que tout à l'heure tu parlais d'un site pour retrouver ça, Slow Cosmétics. Ouais. Ça peut se trouver où des produits comme ça ailleurs dans le commerce? Alors du coup ailleurs dans le commerce, ça peut se trouver dans les Biocop par exemple. Ouais.
Donc ça, vous en trouvez un peu partout, des magasins bio. Et puis, sinon, il y a aussi une boutique qui s'est ouverte à Paris, qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Aromazone. Alors après, je suis un peu mitigée sur le fait de les citer parce qu'ils ont... C'est bio, mais pas tout est bio à l'intérieur. C'est des produits qui sont pas fabriqués en France. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas non plus le top du top. C'est niveau top facilité. Mais sinon, si vous avez... Si vous voulez le faire sur Internet, du coup, moi, je propose plus le site de Slow Cosmétics, qui a été créé par Julien Québec, en fait. C'est un copain, voilà. Quoi. Non, je sais pas. Ouais, c'est un copain de GC, effectivement. Pour citer aussi comment dire, une entreprise, un magasin qui fait aussi du coup du zéro déchet, c'est l'Amazona. Ils font c'est une boutique aussi qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps à Paris, à Louis Blanc. Et du coup, ils font des dentifrices zéro déchet. Donc en fait, c'est solide. Et tu as ton dentifrice et ta brosse à dents. Et en fait, tu frottes. Enfin, tu mets ta brosse à dents sous l'eau et tu frottes contre le dentifrice. Ils font aussi des shampoings solides. Voilà, des cotons démaquillants, lavables, tout ce genre de choses. Oui. C'est assez cool. C'est vrai. C'est bon, vous avez tout. On y arrive ou Je veux bien une étiquette. Alors, les étiquettes, elles sont ici. Ah, question de Dimlis officiel. Est-ce qu'il y a du Dimlis officiel? Est-ce qu'il y a du bisphénol A dans les brosses à dents? Dans les brosses à dents, je serais tentée de répondre que je ne suis pas sûre, mais que je pense, parce qu'en fait, on en retrouve partout des fixateurs, des agents de fixateurs comme ça. Donc, en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit et partout. Donc, pour les brosses à dents, je ne vais pas dire oui, un oui absolu, mais ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Okay. Avant, par exemple, il y en avait dans les tickets de caisse. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui font des tickets de caisse sans bisphénol A. C'est marqué au verso pour ceux qui sont intéressés. Mais effectivement, il y en avait même là-dedans. Et en fait, on s'est rendu compte que même en froissant le ticket dans sa main, il pouvait y avoir un transfert. Parce qu'en fait, et puis ça a été enlevé parce que toutes les caissières, du coup, touchent ces tickets toute la journée. Et voilà, il y avait des études qui avaient été faites. Et du coup, le bisphénol A a été retiré dans les tickets de caisse. Ok, d'accord. On peut revenir juste, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est quoi les effets un peu méchants du bisphénol A avant de présenter vos dentifrices? Du bisphénol A, donc du coup c'est un perturbateur endocrinien. Le problème avec les perturbateurs endocriniens, c'est qu'on va être amené à être en contact avec eux tout au long de notre vie, de tout partout, parce qu'ils sont partout, dans la nourriture, dans les bouteilles en plastique, quand vous chauffez quelque chose au micro-ondes avec le plastique par exemple, sur nos draps avec les pesticides, parce que ça a été traité avec des produits chimiques, etc. Et le problème, c'est l'effet cocktail de tout ça. Du coup, on va être en contact permanent. Et il y a des limitations, par exemple, dans les édulcorants et les conservateurs dans la nourriture, on va dire vous avez le droit à tant par jour. Oui, mais ça, plus le fait que je dorme avec un drap qui a été pollué, plus le fait que je mange ci, machin, tout ça, ça fait un effet cocktail qui, dans 30-40 ans, va conduire, par exemple, à un cancer. Et c'est ça qui est malheureux. Et on ne pourra jamais dire c'est parce que tu as utilisé ce dentifrice, tu as mangé ça toute ta vie. Et c'est pas comme la cigarette, tu as un cancer du poumon parce que tu as fumé. Là, on peut moins bien l'expliquer. Ouais. Et c'est ça un petit peu le souci. Donc faire attention un peu tous les jours à ce qu'on consomme. Ok. Voilà. Bon, on va tester. Oui. Il faut une brosse à dents forcément ou pas? On peut... c'est mieux pour se brosser les dents. Après, tu m'avais dit que tu l'apporterais, non? Mais je sais pas, est-ce que j'ai ma brosse? Je sais pas. Quoi? Ça doit être bien dégueulasse. Une fraise? Moi j'ai la mienne. T'as la tienne? Ah, tu veux que je me brosse avec une fraise? Allez, ok, très bien, on fait ça. Thomas, il y a... Ça se mange ou pas? Ça peut on peut l'avaler le dentifrice ou c'est chaud? Thomas, il y a Audrey qui a sa brosse à dents. Ah oui, mais du coup je peux pas l'utiliser moi. Non. Je préfère pas. Vas-y, teste. Moi, ça se mange ou pas? Est-ce que si on avale c'est grave? Non mais vas-y, je te regarde avec la fraise. C'est pas grave, mais t'as pas d'intérêt à le manger. Après c'est pas grave en soi parce que tu vas... on va mettre un peu dessus pour, à mon avis c'est plus grave d'avaler le dentifrice qu'on utilise déjà tous les jours oui, et qu'on avale en... c'est bon, je suis blindé, c'est voilà. Cool. En plus ça a un petit peu un effet crémeux et tout ça, ça peut... C'est joli. Ça me rappelle des trucs. C'est très gourmand. Peut-être un peu plus, une petite noisette pour... Oui, allons-y, ça. Très bien, ok. On va tester voilà. Et apparemment, il faudrait une tête interchangeable. Ah oui, non, on parlait des brosses à dents sur le chat. Okay. Quelqu'un veut tester en même temps?
Quelqu'un d'autre, tu veux tester en disant? T'as ta brosse à dents pour... J'ai ma brosse à dents, ouais. On teste? Tu cherches ma brosse à dents? Bah oui, s'il te plaît, comme ça on teste en même temps. Alors c'est vrai qu'on dirait, de la sauce à l'amande, quoi. Ouais. Ça sent très fort, ça sent vraiment le... Ouais, l'amande. Ça sent l'amande. Ah, merci. Malo, les bons tuyaux. Est-ce que vous avez senti un peu Ouais. Après, encore une fois, si vous supportez pas l'amande, vous pouvez mettre d'autres huiles essentielles et juste faire attention que ça soit bien des huiles essentielles qui peuvent être en contact avec votre bouche. Voilà, c'est que pour l'arôme en fait. Oui, c'est après la menthe, je sais que le citron a un effet désinfectant. La menthe, c'est plus comment dire. Pour la laine. Ouais, voilà. Non, mais pour la laine et puis c'est quelque chose qui rafraîchit, etc. Donc, mais il y a des propriétés dans les huiles essentielles qui sont vraiment non négligeables. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut en mettre avec parcimonie. Avec qui? Pardon, j'adore cette blague. T'as dit avec qui? Oui. J'adore cette blague. Je remets juste la webcam au milieu pour bien voir le truc. Très bien, on vous a. Bon, ah non, on vous a pas du tout. Voilà, ça peut très bien. Merci. On y va? J'ai plus compliqué avec une fraise. Moi, ça marche bien. Oh, c'est agréable. C'est dur d'arriver au bout. Bon, la fraise est bonne. Il y en avait un peu sur le côté. C'est pas mal, ça fait un peu. Pas pour moi, ça fait cocktail fraise menthe. J'espère que ça décape un peu. Tu sens pas trop la menthe? C'est vrai. J'ai customise. Mais du coup, est-ce que la texture, ça te change beaucoup du dentifrice industriel dégueu que... Je trouve que c'est plus agréable en fait. Que c'est plus agréable? Ah, moi, je trouve Vous devez le faire chez vous. Faites-le. Ça marche bien. On est un poil de miche à la bourre, donc juste cette recette, où est-ce qu'on peut la trouver? Comme je le disais au tout début, dans le blog de la Fais Toi-même, qui est une cobaye, donc bénévole chez Génération Cobaye. Voilà, son blog c'est La Fais Toi-même et recettes de dentifrice. Ok, cool. Merci beaucoup. Vous repartez tous avec un petit bocal de dentifrice, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Allez, vous n'êtes pas venus pour rien, vous. Bon, bah merci beaucoup. Et Thomas, on peut peut-être rajouter que Génération Cobaye font des ateliers dans toute la France. Oui, bah bien sûr, évidemment, ouais. Voilà, n'hésitez pas à regarder la page pour voir s'il y en a dans votre ville. Sur Paris, il y en aura sûrement en avril. Et voilà, dentifrice, crème hydratante. Et puis il y a des apéros dans toute la France aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est des apéros. Des apéros éco-orgasmiques, mais ça. Évidemment, voilà. Merci beaucoup à vous tous d'être passés, le Refed, Génération Cobaye et puis Anne Cordirit qui était là aussi pour témoigner de son expérience depuis l'original jusqu'aux jardins du monde. Merci beaucoup à vous, on peut vous applaudir tranquillement. Et donc si jamais vous avez une brosse à dents sur vous, vous pouvez taper dans le dentifrice, je pense que c'est ouvert. J'ai la laine resplendissante pour le reste de la journée. Si j'ai même pas... Je vais juste aller mettre ça aux toilettes. Tu veux mettre ça aux toilettes? Ah oui, pardon. S'il y en a une qui veut l'éco-orgasme pour mettre dans ses toilettes. Ça fait des beaux posters. Moi aussi, Moi aussi, je l'ai déjà. Merci beaucoup d'être passé. Par défaut. Et merci à vous. Je vois qu'on a appelé ce moment l'instant pas glamour du live. Oh bah alors. Vous n'êtes jamais lavé les dents avec une fraise, vous, ça se voit. Et Chetty qui dit attention, n'utilisez jamais d'huiles essentielles pures en contact avec votre peau ou vos muqueuses. Oui, ça c'est vrai. Ça, voilà. Ça c'est effectivement. Et il ne faut pas l'utiliser quand on est enceinte aussi. Et quand on est les enfants en bas âge, etc., il ne faut pas leur en appliquer. Donc je vais mourir demain, c'est très bien. Merci beaucoup à vous d'être passés. On va accueillir maintenant, pour changer complètement de thématique, on va accueillir l'équipe de Wax Science. Ah, j'ai plus de... Je raconte mon casque. Ah voilà, c'est mon casque, il est parti. Mon casque, il est... Vous savez, on est des fois dans des... Voilà, t'as un petit faux contact toi aussi?